Aujourd'hui, l'intervieweur est interviewé. On verra ce qu'il préfère. Ce siège, ce fauteuil. C'est souvent le cas. Une bonne façon de se cacher derrière ces questions. Oui, probablement, mais c'est aussi mon métier. Donc, je n'avais pas vocation à donner les réponses, plutôt à poser des questions, mais il se trouve que parce que je pose les questions à des gens à qui on ne pose plus les questions, on me pose des questions sur les raisons qui font que je pose des questions à des gens qui ne devraient pas être interviewés. Si vous m'avez suivi, voilà le cœur peut-être de notre... C'est tout l'objet de cette discussion. C'est pour ça que nous avons fait le choix avec Karim de vous donner aujourd'hui la parole pour une espèce d'auto-analyse journalistique. Faut-il encore croire en notre métier ? Y a-t-il encore quelque chose à sauver des médias ? Comment s'orienter dans la nouvelle jungle des médias indépendants qui ont surgi dans ce chaos ? C'est tout l'objet de cet entretien. Alors, on va peut-être commencer par un état des lieux rapide de la situation. Les médias de masse, c'est le cas en France, et vous connaissez bien les médias français, font face à une perte de confiance très importante du public qui s'aggrave d'année en année. Ils sont perçus comme peu crédibles, peu indépendants, proches du pouvoir, proches des grandes fortunes. Néanmoins, leur poids demeure énorme, notamment dans les phases décisives qui sont les phases électorales. Alors, quel bilan vous tirez actuellement de cette situation ? Quel regard vous portez sur elle ? Alors, c'est une question avec laquelle on pourrait partir pour la prochaine heure parce que c'est lourd, c'est très fécond. Déjà, la proximité n'est pas qu'une proximité quand on parle de la propriété des chaînes. C'est-à-dire que les chaînes, c'est avéré, appartiennent à des groupes puissants qui ont des intérêts. C'est davantage vrai en France, mais ça peut l'être aussi au Québec. Je bosse pour TVA, qui est associé à un grand groupe de communication. Donc, il est évident qu'il y a des intérêts et qu'on peut très rapidement, entre ce que choisit de faire M. Bolloré ou ce que choisit de faire M. Saadé, qui est le propriétaire de BFM, des lignes éditoriales qu'on peut supputer, évidemment. La question, c'est est-ce qu'on peut, à travers tout ça, continuer à garder son cap et à dire ce qu'on veut dire. À ce jour, j'ai réussi, parce que vous parliez du grand écart entre le mainstream et puis... je ne sais pas si c'est... parce qu'aujourd'hui, le mainstream, les médias dits de référence, le sont effectivement de moins en moins pour une partie du public. Et l'alternative, ben, c'est une jungle. Il y a le meilleur et le pire. Alors, je vis entre ces deux univers avec mon petit podcast. Et puis, l'idée de participer aussi, des fois, à des médias qui sont un peu différents. Mais l'essentiel de ma vie et ma manière de gagner ma vie, c'est encore aussi avec les mainstream. J'en suis le produit. J'ai présenté le journal. J'ai porté le drapeau pour une grande chaîne, Radio-Canada. J'ai eu aussi, je ne dirais pas maille à partir, mais des différends substantiels avec Radio-Canada. Contrairement à ce qu'on me dit souvent, je n'ai jamais été congédié. La dernière fois que j'y étais, c'était en 2021. J'étais à la radio. J'avais une entente plutôt sympathique qui me permettait d'avoir beaucoup de liberté et d'agir ponctuellement. Et ça nous amènera probablement au cœur de notre sujet. J'ai eu plusieurs invités que je jugeais nécessaires, mais dans un espace où plein d'autres voix étaient entendues, qui, alors je ne peux pas dire si ça a déplu, mais qui ont été jugés, ces invités, comme un peu dissonants. Et j'ai pris, moi, la décision à ce moment-là de demander un retrait préventif pour ne pas aller plus loin dans cette relation. Il restait 1 an à mon contrat et j'ai préféré qu'on se laisse, justement avant que ces différents points de vue, différents sur... Parce qu'on me parlait beaucoup de diversité à Radio-Canada et je conçois de quoi il me parlait quand il me parlait de diversité, mais mon contentieux, c'était qu'on n'avait pas toujours à l'antenne une incarnation de la diversité éditoriale. Il y avait des points de vue qui étaient admis, d'autres moins. Et donc, je disais oui à la diversité, celle qui est entendue par Radio-Canada, mais est-ce qu'on peut aussi étendre le concept de diversité? Et j'ai toujours accepté que le droit de gestion, c'est pas moi. C'est leur antenne, ils font ce qu'ils veulent. Et ce qu'on peut faire de mieux, c'est choisir de dire, ben, si on ne s'entend pas, plutôt que d'être en... Parce que ça devient difficile et lourd. Plutôt que d'être en bataille continuelle, on se sépare et on fait chacun nos trucs. Mais c'est probablement la première fois, pour revenir au mainstream, où moi j'ai senti
qu'il était difficile dans ces circonstances-là de garder mon nord et de faire ce qui me semblait utile. Alors, ce n'était pas des compromis. Je pensais qu'il y avait d'autres voix qui étaient tout à fait admises à l'antenne qu'on pouvait écouter, mais d'autres qui, et ça m'a valu d'ailleurs un jugement assez retentissant de l'Ombudsman sur l'affaire dite Raoult, et qui témoigne, quant à moi, puis je termine là-dessus, cette affaire Raoult, je dirais, de l'étroitesse de l'espace éditorial, parce que 4 ans plus tard, on me parle encore de ça comme si c'était fondamental. Et pour moi, ce n'est pas du tout fondamental. J'ai parlé avec Didier Raoult à une époque où il n'était pas entendu ici, sinon que sur des médias alternatifs. C'était une entrevue parmi des centaines que j'ai faites dans ma vie. Alors, vous le disiez à l'instant, hein, vous financez vous-même Contact et vous vivez grâce aux médias mainstream. Donc, on le sait très bien, les limites des médias alternatifs, c'est aussi qu'ils ont moins de financement, moins de poids, moins d'audience de facto, et que dans les périodes cruciales pour la vie d'un pays comme le sont les élections, leur poids est évidemment moindre. Par ailleurs, c'est faux aux États-Unis. C'est-à-dire que ce que nous avons vécu en 2024 est, je pense, un moment aussi pivot, très important, avec une stratégie électorale ourdie longtemps en amont avant la campagne par l'équipe de Trump et par Trump lui-même. Je pense que Feu Charlie Kirk aussi a beaucoup joué auprès du président, du candidat Trump, pour qu'il mène une campagne bruyamment en marge des mainstream. C'est-à-dire qu'il y avait la volonté de porter sa parole sur des médias alternatifs, mais aussi de se réclamer de ce qu'il était en dissidence avec les mainstream. Et c'est, je pense, une ligne électorale qui a été très, très, très payante pour Donald Trump que de faire la guerre aux mainstream. Alors là, les podcasts, les médias alternatifs sont devenus de puissants vecteurs électoraux. Alors effectivement, c'est une question que je voulais vous poser, je vous en remercie. C'est vrai que Donald Trump a vraiment été élu contre les médias mainstream. Je crois qu'on peut... En 2016 comme en 2024. On peut le dire. Bon. Est-ce que en France, une situation pareille peut un jour se présenter, sachant tout de même que la spécificité de Donald Trump, c'était d'être porté effectivement par des courants alternatifs, mais d'être lui-même quand même une figure connue, médiatique, ultra médiatisée, même pas une figure de l'establishment, mais d'un certain establishment quand même new-yorkais. Oui, et je répète, il y a là aussi sur le fond et la forme une différence substantielle. Trump a fait de sa détestation publique des médias mainstream un argument de vente. Déjà en 2016, je pense qu'il soupçonnait qu'il y avait chez une partie de l'électorat cette dissidence ou cette distance. Il faut voir que quand on sonde les Américains aujourd'hui, et c'était en octobre, juste avant les élections, c'est un électeur sur 10, en fait, un Américain sur 10, qui fait totalement confiance aux médias dits traditionnels. 1 sur 10. Et je pense que c'est peu ou totalement, c'est 40 %. Donc, ça fait beaucoup. C'est un vrai marché, disons-le, que Trump avait flairé d'électeurs, de citoyens qui sont en rupture de banc avec les médias traditionnels. Alors, est-ce que c'est applicable à la France? À ce jour, je ne vois pas beaucoup de politiques un peu Mélenchon, mais qui est toujours très heureux de se rallier aux propositions qui lui sont faites par les grands médias. Et puis, je ne vois pas le Rassemblement national, surtout pas Jordan Bardella, se priver de ça. Je pense qu'il est gourmand même de cette tribune qui lui est donnée.